avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Au Mali, après le président de la République, c'est le Premier ministre qui réaffirme l'engagement du gouvernement à faire voter tous les Maliens lors des élections du 28 juillet prochain. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une visite à la délégation générale aux élections et à la CENI. Des précisions dès le début du journal. L'actualité en Guinée avec cet atelier de formation des volontaires de la CEDEAO. Ce programme visant une assistance des pays post-conflit enregistre 40 nouveaux membres. Et puis volet santé, c'était il y a 30 ans, le 23 mai 1983, l'équipe du professeur Montagnier révélait l'existence d'un nouveau virus, le sida. Quelques années plus tard, toujours pas de vaccin, mais surtout des millions de morts. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africable Télévision. En ouverture de ce journal, le Mali, les élections se tiendront sur l'ensemble du territoire malien, a affirmé le Premier ministre Diango Sissoko ce matin au cours d'une visite effectuée à la délégation générale aux élections et à la Commission électorale nationale indépendante. Le compte-rendu de cette visite avec Mahmoud Kabadiakité et Malik Mbaye. C'est ce 28 juillet qui a été annoncé pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Pour s'enquérir de l'avancement des préparatifs de ce scrutin, le chef du gouvernement Diango Sissoko était ce matin à la délégation générale aux élections et la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit pour le Premier ministre de vérifier tous les détails du processus. Avec les deux premiers responsables de ces institutions, nous avons fait le point sur leurs activités, c'est-à-dire sur ce qui est déjà fait dans le cadre du processus électoral, bien entendu, et c'est sur ce qui reste à faire, surtout les défis à relever avant le premier tour de l'élection présidentielle. Après plus de 2 heures de visite dans les locaux et une rencontre d'échange et d'information avec les responsables de ces structures, le Premier ministre s'est réjoui de l'état d'avancement du mécanisme et de la mobilisation des agents. J'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu, parce que j'ai entendu. Les préparatifs vont bon train, tant au niveau de la délégation générale aux élections qu'à la CENI. J'ai trouvé des responsables engagés, des responsables soucieux, non seulement de l'avenir du processus électoral, mais de l'avenir de notre pays. Plusieurs défis s'imposent à la DGE et la CENI, notamment la session de sensibilisation autour du fichier électoral, le recrutement des délégués pour les bureaux de vote, les détails financiers entre autres. Diango Sissoko assure que l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut. Le programme des volontaires de la CEDEAO visant une assistance des pays post-conflit enregistre 40 nouveaux membres. Ces derniers seront déployés en République de Guinée. C'est là où justement ces volontaires vont bénéficier d'une formation d'orientation de 6 jours. Notre envoyé spécial Mamadou Dieye à Conakry a assisté à l'atelier de lancement. Partager avec les peuples les idéaux de paix et semer les graines d'une intégration régionale à la base, c'est l'esprit qui sous-tend l'initiative du programme des volontaires de la CEDEAO. Depuis son lancement en mars 2010, le programme poursuit son bonhomme de chemin et son extension se matérialise de plus en plus avec ses 40 nouveaux volontaires déployés en Guinée. Il s'agit de jeunes volontaires de différents pays membres de la CEDEAO qu'on affecte au niveau d'autres pays pour aider ces communautés-là dans différents domaines. Ici en Guinée, nous parlerons dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement de la jeunesse. Nous nous donnons complètement à la population, au fait pour partager cet esprit de paix que nous avons, puisque la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest vise surtout l'esprit de paix dans tous ces pays. Et par rapport à notre tranche d'âge, nous voulons avec cette jeunesse partager cet esprit de paix qui va permettre à la génération ou aux générations futures de cultiver le même esprit dans le temps.
Ces volontaires bénéficieront ainsi d'une formation d'orientation de 6 jours. Objectif, leur imprégner davantage des missions qui leur sont assignées. Un pays comme la Guinée y trouve son compte. Pour des pays comme la Guinée, dont l'histoire récente a été marquée par des secousses qui ont contribué à fragiliser son économie, le volontariat constitue une solution alternative très favorable par rapport au recours à l'expertise proposée par les pays dits du Nord et aux exigences qui entourent celle-ci. Il faut noter que ces volontaires sont déployés dans des pays post-conflit pour contribuer à alléger les souffrances des populations en manque de main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures de base. La deuxième édition du SEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, s'ouvre le 23 mai prochain à Ouagadougou. À quelques jours de l'événement, les organisateurs ont rencontré la presse pour faire le point des préparatifs. Dans l'ensemble, les préparatifs vont bon train, nous disent Joseph Paré et Jonas Bazier. Le Salon international des mines et des carrières SEMICA version 2013, c'est du 23 au 25 mai prochain, tout est fin prêt. Les stands seront disponibles à partir du lundi à 8h sur le site du CIAO et les participants auront 72 heures les lundis, mardis et mercredis jusqu'à 18h pour décorer le stand. À partir de 18h, nous fermons complètement le site pour la cérémonie d'ouverture prévue pour le jeudi 23 mai à 9h dans le pavillon marron. Cette année, le salon va s'orienter vers l'harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA, actualité oblige. Pourquoi les pays membres n'appliquent pas le code minier actuel de l'UEMOA? Nous pensons qu'il y a des difficultés et c'est le lieu, à travers le SEMICA, de créer le débat afin que les différents ministères des mines des pays membres de l'UEMOA qui sont invités et les différentes chambres des mines de l'UEMOA qui sont invités puissent discuter de ce texte-là et extraire de ce texte les points d'achoppement qui pourront permettre une éventuelle révision. Accès sous haute sécurité avec présentation obligatoire du badge, le SEMICA 2013 rompt avec l'amateurisme et vise le professionnalisme. SEMICA 2013, pour y avoir accès, il faut posséder des badges. La distribution des badges sera effective sur le site du CIAO à partir du lundi 20. Nous aurons des équipes là-bas qui vont éditer les badges et ce sera le seul moyen d'avoir accès au SEMICA 2013 parce que nous avons mis beaucoup d'accent sur la sécurité de l'édition 2013. 55 pays, plus de 3000 visiteurs attendus, 90 stands d'exposition, conférences, tables rondes et rencontres B2B. Il faut 165 millions pour organiser le SEMICA 2013. Tous les fonds ne sont pas encore là, mais le salon aura bien lieu. Le SEMICA 2013, c'est le 23 mai prochain à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Sur un tout autre registre, dans la foulée de la commémoration du centenaire de la rencontre du docteur Albert Schweitzer avec le Gabon, la délégation gabonaise à l'UNESCO a tenu à projeter un film sur la vie et l'œuvre de ce grand humaniste. Film tourné en 1957 et qui vient d'être restauré avec les dernières technologies numériques qui lui ont donné des couleurs. Les détails avec Oussouf Diagola et Bruno Lutta. Pour apporter sa partition à l'événement centenaire, la délégation du Gabon à l'UNESCO a voulu offrir en avant-première le biotope tourné voilà un peu plus d'un demi-siècle. Le respect de la vie, et dans le film ça apparaît bien avec cet exemple où un enfant, un de ses amis lui dit allons tuer les oiseaux avec une fronde et ça le touche, ça l'affecte, pour montrer qu'il fallait venir à l'UNESCO pour faire connaître toute cette œuvre-là, multidimensionnelle, à plusieurs facettes, mais en ayant pour centre l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était normal que nous venions, nous aussi, Gabonais, montrer que ce grand homme-là a œuvré pour sauver non seulement des vies, mais aussi des âmes. Des âmes parce que tout le monde, les populations, et vous parlez de l'appréciation que les Gabonais ont, mais les Gabonais, dans la région, quand on tombe malade, disent « non, emmenez-nous à l'hôpital Schweitzer ». Le documentaire consacré à Albert Schweitzer montre l'humaniste, guérisseur des corps et des âmes qui a fait de Lambaréné et du Gabon un haut lieu de la solidarité internationale. Nous avons pensé que l'UNESCO ayant en plus de ses mandats un domaine transversal
qui se sont ajoutés aujourd'hui, que sont la lutte contre la pauvreté, l'environnement, de venir montrer à l'UNESCO comment cet homme humaniste a œuvré pour que l'homme à Lambaréné où il s'est installé œuvre en étant en harmonie avec son environnement. Nous avons pensé cela et nous avons voulu faire connaître les multiples facettes de ce grand humaniste, théologien, musicien, grand spécialiste de la musique de Sébastien Bach, philosophe. Le centenaire d'Albert Schweitzer est officiellement programmé au Gabon en début juillet. C'était à Paris. Gabon toujours. Le Conseil gabonais des chargeurs résolument tourné vers un nouveau management. Le CGC s'engage à apporter plus d'assistance aux chargeurs. La direction générale de cette structure étatique l'a déclaré au cours d'une réunion élargie à l'ensemble de ses partenaires à Libreville. Ismaël Obianzé et Thierry Mensa du bureau Africable à Libreville y étaient. Le Conseil gabonais des chargeurs semble avoir pris la pleine mesure du rôle et de l'importance des chargeurs sur la chaîne multimodale. C'est donc décidé, le CGC entend œuvrer davantage à l'assistance des chargeurs par des actions visant à promouvoir une politique de protection des intérêts de ces derniers. La direction générale du Conseil en convient. Tout ceci participe d'un meilleur suivi et de l'encadrement du trafic, sans oublier la négociation des taux de fret et les coûts connexes. Mieux, on s'achemine vers la promotion de regroupements et toutes opérations économiques de nature à accroître les performances des chargeurs. Le Conseil gabonais des chargeurs envisage ainsi d'approfondir des relations de partenariat avec les différentes structures du commerce et des transports internationaux pour mieux défendre vos intérêts. Dorénavant, nos actions viseront à satisfaire au mieux le chargeur, par la mise en place de mécanismes appropriés lui permettant d'atteindre les objectifs que les pouvoirs publics lui ont fixés. Les perspectives qui sont a priori intéressantes, avec en filigrane l'objectif de faciliter les échanges commerciaux entre importateurs et exportateurs. Nous pouvons restituer un certain nombre d'informations telles que les adresses, les sites des fournisseurs, de tous les fournisseurs à l'extérieur, les informations sur la valeur de la marchandise, parce que celle-ci, elle est très importante au niveau de la douane, au niveau fiscal, le taux de fret, connaître quelle est l'importance du taux de fret dans la balance commerciale du Gabon. Presque surpris de cette nouvelle vision du Conseil gabonais des chargeurs, les destinataires des missions susyndiquées s'en félicitent. C'est un nouveau départ parce que, comme vient de dire un collègue, avant on ne s'attendait pas à ça, on nous attendait uniquement pour venir payer la carte. Ainsi on nous invite à une réunion pour s'expliquer, pour expliquer la vision du Conseil gabonais des chargeurs. Et c'est une très bonne chose, donc c'est un nouveau départ pour le Conseil et pour les opérateurs. À en croire la direction générale du Conseil gabonais des chargeurs, la tenue de cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre de la NOSAC, nouvelle stratégie d'assistance aux chargeurs qui s'articule autour d'un concept novateur à répondre aux attentes des partenaires. Dans le reste de l'actualité, la Tunisie, les autorités redoutaient le pire et le scénario s'est confirmé. Hier, les salafistes du mouvement Ansar al-Sharia ont défié l'interdiction des autorités et maintenu leur congrès. Résultat, des accrochages violents avec la police. Un mort, 200 présumés salafistes arrêtés. Le Premier ministre s'est dit déterminé à lutter contre une mouvance qu'il qualifie de terroriste. Et ce matin, un calme précaire régnait à Tunis. C'est ici, à 150 km de Tunis, que tout a débuté hier. Le groupe salafiste Ansar al-Sharia organisait son rassemblement annuel, mais il a été interdit par le gouvernement. Après l'interdiction du rassemblement, certains ont réagi. Ça a débuté avec un petit groupe de 20-30 personnes. Après, ils étaient 400, 500. La plupart d'entre eux ont entre 16 et 18 ans. À coups de gaz lacrymogène, la police a dispersé les manifestants. Pour ceux qui ont pris la parole face caméra, le gouvernement est en tort. Je pense qu'empêcher la conférence aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle dictature. Et si ce n'est pas reconnu comme une violation de la liberté et de l'idéologie en général, alors ça risque encore de continuer.
Face à l'interdiction de rassemblement, Ansar al-Sharia a appelé ses militants à rejoindre la banlieue de Tunis dans l'après-midi. Là, les heurts ont été particulièrement violents. On compte 15 blessés et un mort. 200 personnes ont été arrêtées. Pour la première fois, le gouvernement islamiste a qualifié le groupe Ansar al-Sharia de terroriste. Hier, le mot d'ordre était la tolérance zéro. On est ici pour empêcher leur comportement. On peut rester un mois s'il le faut. Il n'y a pas d'autre façon de leur faire respecter la loi. Ansar al-Sharia est soutenu par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le parti islamiste Ennahda au pouvoir depuis 1 an et demi a longtemps été qualifié de laxiste envers ce genre de groupe. Désormais, les autorités tunisiennes durcissent le ton. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine, en bref et en images. Une compilation signée Mahmoud Kabadiakité. Le président Alpha Condé a accordé sa grâce à des dizaines de détenus membres de l'opposition guinéenne. Ceux-ci avaient été arrêtés au cours des dernières marches qui ont dégénéré entre forces de l'ordre et manifestants. Cette grâce a été annoncée en même temps qu'une concertation entre les différents acteurs politiques et le facilitateur sur la transparence du processus électoral. Les syndicats des mines d'Afrique du Sud ont annoncé dimanche qu'ils allaient réclamer des augmentations de salaire allant jusqu'à 60% dans les mines d'or et de charbon. Les nouvelles revendications salariales accentuent la tension dans ce secteur déjà très affecté par les grèves de l'année dernière. La Chambre de commerce des mines a indiqué avoir reçu les revendications et s'apprête à préparer les négociations annuelles. Au Zimbabwe, le mouvement démocratique pour le changement de Morgan Tsvangirai s'est réuni en congrès tout le week-end à Harare. Le Premier ministre, en dévoilant son programme de campagne, a promis le changement et un nouveau départ s'il est élu président lors des élections générales qui doivent se tenir cette année. Le Nigeria a renouvelé ce dimanche son offre d'amnistie aux islamistes qui accepteraient de se rendre et annoncé au 5e jour d'une opération militaire visant à écraser l'insurrection de la secte Boko Haram dans le nord-est du pays. Les forces nigérianes qui mènent depuis mercredi leur offensive tentent de déloger les activistes du territoire qu'ils contrôlent. Je l'annonçais en titre, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 20 mai 1983, l'équipe du professeur Montagnier révélait l'existence des nouveaux virus, le syndrome immunodéficience acquise, le fameux sida. 3 décennies plus tard, toujours pas de vaccin, quelques avancées, mais surtout des millions de morts. Le virus du sida, en 30 ans, il a tué près de 30 millions de personnes dans le monde. Il est découvert le 20 mai 1983 par 2 chercheurs français de l'Institut Pasteur, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. À l'époque, la communauté scientifique n'est pas forcément consciente de l'intérêt de cette découverte. Cette annonce a été prise par certains comme jugée intéressante, par d'autres très dubitatifs. Ah oui. On ne disait pas sida à l'époque, il faut bien le rappeler. Non, pas du tout. On avait appelé cette maladie de différents mots, le syndrome gay, la maladie des 4H. Les 4H comme homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens. C'est dans ces 4 groupes que la maladie fait des ravages. Le sida était apparu en 1981 dans le quartier homosexuel de San Francisco. Les premiers articles parlaient à l'époque de pneumonie ou de cancer gay. L'épidémie est spectaculaire. En quelques mois, des milliers d'homosexuels meurent dans des conditions atroces sans que l'on sache réellement de quoi ils décèdent. Ce n'est que quelques années après la découverte du virus que l'on se rendra compte de l'importance de la découverte. L'excitation est venue non pas au moment d'isolement du virus, au début de 1983, mais un peu plus tard, quand le virus est apparu comme étant un nouveau virus, et que tout concordait pour en faire le portrait de l'agent transmetteur du sida. 25 ans après leur découverte, le professeur Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi obtiendront le prix Nobel de médecine, soulignant l'importance de leurs travaux. En 1996, la découverte des trithérapies permettra aux séropositifs non pas de guérir, mais bien de prolonger fortement leur espérance de vie. Mais cela n'empêche pas le virus de continuer à faucher 1,8 million de personnes chaque année dans le monde, principalement en Afrique où la population n'a pas les moyens de se protéger et encore moins de se soigner avec des trithérapies trop coûteuses pour elle. Et 30 ans après la découverte du virus, aucun vaccin n'est encore disponible, ni même sur le point de l'être.
Du sport pour parler d'athlétisme avant de refermer cette édition. Les rideaux sont tombés ce dimanche sur la 21e édition du tournoi de la solidarité. Au terme de 3 jours de compétition, le Mali, pays organisateur, s'est classé premier. C'est le 4e sacre consécutif du Mali dans ce tournoi. Le reportage de Yacouba Dansoko et de Daouda Doumbia. La 3e et dernière journée de la 21e édition du tournoi de la solidarité a donné lieu à de belles finales au stade du 26 mars de Bamako. Devant les plus hautes autorités sportives du pays, les athlètes maliens ont été intraitables. La finale du javelot homme a été remportée par Mokhtar Hadjigui après un jeu de 62 mètres 16. Les 200 mètres dames ont été enlevés par Djenebou Dante en 24 secondes 60 suivi de sa compatriote Aminata Diabaté qui a établi 25 secondes 02. La Togolaise Presse Pénan s'est classée 3e en 25 secondes 29. Chez les hommes, les 200 mètres ont été une affaire du Mali. Rafa Berté a surclassé ses adversaires en 22 secondes 08. Les Maliennes ont terminé première du relais 4x400 mètres. Les hommes se sont classés 2e derrière le Niger. La star de la soirée a été sans conteste Abdoulaye Diarra. Le natif de Paris, qui évolue pour la première fois sous les couleurs du Mali, s'est classé premier en saut en hauteur avec 2,16 m, battant ainsi le record du tournoi qui était de 2,15 m établi en 2002 à Lagos par son compatriote Koussekone. Là, cette victoire, c'était pour le peuple malien par rapport à tous les problèmes qu'on a eu avant. Là, ça c'est pour le peuple malien, ça que j'ai gagné aujourd'hui. Le Togolais Combaté Mopat a remporté la course des 5000 mètres en 15 minutes 08 secondes 28. Sa compatriote Atchadé Abla a gagné les 1500 mètres en 4 minutes 46 secondes 03. Les autres courses de fond ont été toutes remportées par le Niger. Au classement général, le Mali termine premier avec 403 points, suivi du Burkina Faso 317 points. Le Togo termine 3e avec 230 points. À l'issue de la compétition, le gouvernement malien a félicité ses athlètes. Je voudrais profiter de votre micro pour les féliciter et leur dire que tout le peuple malien est fier du résultat qu'ils ont réalisé. Je voudrais également féliciter la Fédération malienne d'athlétisme qui a organisé parfaitement ce tournoi. Le public s'est bien régalé pendant ces 3 jours de compétition. La 22e édition du tournoi de la solidarité aura lieu en 2014 à Porto-Novo au Bénin. Merci Yacouba, c'est sur ce régal du public que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.